Bordouin. Et puis j'ai eu une rencontre assez improbable en Angleterre, où j'avais pourtant plutôt identifié la branche paléoclimatologie. Et je suis parti à Southampton en échange Erasmus. Et là-bas, j'ai rencontré que l'université pouvait parler avec l'industrie, ce qui était pour moi un grand chamboulement, puisque à Southampton, vous avez un terminal de pales d'éoliennes juste à côté de l'université, avec les hangars des science ships derrière pour des courses de bateaux. Et c'est là que je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce que c'est que ces gros industriels qui développent un peu de R&D avec des laboratoires anglais. Et j'ai rencontré des spécialistes des énergies marines. Ça date de 2007. Et je suis revenu avec mon futur associé, on était tous les deux de la même promo, en se disant mais voilà ce qu'on va faire, on va créer notre bureau d'études en océanographie opérationnelle, mais au service de projets d'énergie marine, donc vent en mer, hydrolien, comme aujourd'hui, ou l'eau moteur dans quelques années. D'accord, donc les énergies de la Lune, ça date de 2007? Ça date de 2009, on a mis un peu de temps avant de se lancer, parce que quand on est universitaire, on ne connaît pas forcément très bien l'entrepreneuriat quand même, on est même très loin. Donc on s'est formé au cours de pas mal de rencontres. Aujourd'hui on est 4 et on fait à peu près 250 000 € de chiffre d'affaires par an, ce qui n'est pas non plus l'affaire du siècle, mais il faut dire que cette filière est en émergence et qu'évidemment petit à petit elle gravit des étapes. Je crois qu'on a clairement depuis le Grenelle de la mer des objectifs importants de production et de capacité installée en mer, notamment 6000 MW à l'horizon 2020, et que cette filière elle est tirée par le haut par l'éolien imposé, et que petit à petit tout se structure, et que le gouvernement continue à envoyer de très bons messages qui sont suivis de financement, notamment au travers des investissements d'avenir. Et ça a vraiment mis une structuration dans la filière et un démarrage qui est progressif. Quel est le potentiel d'énergie marine du littoral aquitain? Alors pour ça, il faut regarder trois types d'énergie. La première, c'est le vent en mer. Il y a 457 MW d'identifiés du côté du Verdon-sur-Mer pour l'éolien. On espère qu'il sera dans le troisième appel d'offres, mais malheureusement c'est une zone qui en Aquitaine est pas mal partagée avec les militaires. Il y a des contraintes militaires assez importantes, donc c'est possible que cette zone ne sorte pas dans le troisième appel d'offres à cause justement de ces usages-là. Ensuite, il faut regarder l'énergie de la houle, qui est bien connue, qui est étudiée par 1500 chercheurs en Aquitaine. Et cette énergie de la houle, elle est de plusieurs centaines de mégawatts au large de toute la côte, des 200 km de côte. Et enfin, sur l'hydrolien, on a quelques spots, donc évidemment l'estuaire de la Gironde. J'espère que ça rentre dans votre dénomination du littoral. Et puis on a les passes du bassin d'Arcachon. Il y a un petit potentiel d'une dizaine de mégawatts, et les passes de l'embouchure de la Dour également. Donc voilà, avec ces trois énergies qui ont des maturités différentes, évidemment, il y a de quoi faire pas mal d'énergie renouvelable, 100% Aquitaine sur notre territoire. Quel est le montant de l'investissement de ce site pilote? Alors ce site a un investissement de 2,5 millions, où il y aura à peu près 60% d'investissement public pour 40% d'investissement privé. L'idée du privé, c'est d'investir en apportant chacun sa pierre à l'édifice, un savoir-faire de construction navale, de travaux maritimes, de raccordement électrique, de capteurs océanographiques, de bureaux d'études évidemment, et que tout le monde s'entende autour d'une même table, et que tout le monde s'accorde autour du client, qui est le turbinier, la personne qui construit la turbine, et qu'ensemble, on structure cette offre, on apprenne à se connaître évidemment là, il y aura certainement des machines qui ne fonctionneront pas, qui casseront, et puis ensuite, pour le coup d'après, pour aller conquérir soit des territoires métropolitains, soit à l'export. Comment vous gérez la concurrence, puisqu'il va y avoir différents industriels qui vont tester leurs machines? J'imagine qu'il y a effectivement forcément des secrets de fabrication pour les uns pour les autres. Comment vous gérez ça? Alors il y a évidemment une confidentialité de la donnée qui est enregistrée. Donc là on a un de nos partenaires qui a conçu ce qu'on appelle le SCADA, le système de supervision globale. Donc ça c'est extrêmement sécurisé pour éviter que évidemment le client, l'utilisateur de cette arche ait les données de celui qui est juste à côté. Tout ce qui va être produit, qui pourrait être quelque part un petit peu public sur le réseau, sera la totalité des trois emplacements. Donc, incapacité de dissocier les trois pour connaître la performance de la machine. Et ensuite, d'un point de vue mécanique, certains ne sont pas trop stressés par tout ce qui pourrait sortir dans la presse ou à l'extérieur de comment fonctionne leur machine. D'autres le sont un petit peu plus.
Et quand il y aura des phases de mise à l'eau, ça se passera dans des endroits un peu au calme, avec un système qui bâchera en fait la machine qui va se mettre sous l'eau. Voilà. Bon, sachant évidemment qu'un plongeur ici aura beaucoup de mal à aller vérifier une ou deux pannes. Donc ici on a l'exutoire d'une rivière canalisée qui passe sous Bordeaux, qui récupère toutes les eaux des pluviales. Et Bordeaux traite ces eaux, mais quand il y a des grosses périodes d'orage, la capacité de traitement de ces eaux avec les deux stations d'épuration qui sont une au nord et une au sud n'est pas suffisante, et donc ce clapet s'ouvre et les eaux pluviales se retrouvent dans la Garonne. Donc ces pluviales qui charrient malgré tout qui ont charrié tout ce qu'ils ont pu trouver sur la route, des déchets de pneus, des déchets de carburant, etc. Et donc au-dessus de cette plateforme béton sera positionné le poste de conversion livraison. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage béton nous a permis d'éviter de faire des tranchées dans la berge, qui plus est classée en Natura 2000. Et on a deux espèces, notamment l'angélique de l'estuaire, qui pousse dans cette berge. Ça nous évitera de mettre un coup de pelleteuse, ce qui est tout à fait intéressant, vertueux vis-à-vis de cette jolie espèce. Donc c'est un projet qui a nécessité pas mal d'énergie, dans lequel l'Énergie de la Lune a été le pilote, mais on s'est associé avec énormément de partenaires. On a dans un premier temps été sous maîtrise d'ouvrage de France Énergie Marine, qui est un institut d'excellence breton, qui l'été dernier a décidé par un commun accord avec ses financeurs, notamment les investissements d'avenir et les partenaires industriels, de donner de l'autonomie aux sites d'essai et de se libérer du portage des sites d'essai. Donc il devait y avoir un site d'essai à Fos-sur-Mer pour l'éolien flottant, il devait y en avoir un autre à Groix, il devait y avoir un site houlomoteur pour l'énergie de la houle et des vagues du côté du Croisic, et ici pour l'hydrolien. Et donc du coup on a dû retrouver un portage local, à la fois aussi son financement. Donc c'est un site qui est porté dans son financement par la région Aquitaine, par la Bordeaux Métropole et par tout un tas de partenaires privés. Ces partenaires privés se positionnant sur la chaîne de valeur de l'hydrolien, qui est une nouvelle filière industrielle, notamment des gens qui font des moyens maritimes, enfin des travaux maritimes ici, le GTM du groupe Vinci. On a des gens qui développent des capteurs océanographiques, Néotech, on a des énergéticiens évidemment, le groupe EDF, on a des acteurs du raccordement électrique, notamment Valorem, qui a une grosse compétence du côté de l'éolien et qui est béglé pas très loin d'ici. Et puis nous, en tant qu'océanographe, Énergie de la Lune apporte son savoir-faire sur tout ce qui va être lié à l'environnement. C'est-à-dire que sur ce parc d'hydroliennes, on va accompagner l'utilisateur de ce site, la personne qui développe une hydrolienne, à comprendre quel est l'impact sur l'environnement de sa machine. Donc, impact acoustique, impact électromagnétique, impact sédimentologique et l'impact dont tout le monde parle et pense quand on pense à une hydrolienne qu'on met sous l'eau, un peu une éolienne que l'on met sous l'eau, évidemment l'impact sur la faune piscicole. Et là-dessus, on va aller même encore un peu plus loin avec les organismes de l'État et les autorités compétentes. On va tester ce qu'on appelle l'ichtiocompatibilité, c'est-à-dire comment le poisson ressort d'une turbine une fois qu'on l'a injecté pleinement dedans. Voilà. Quelle est la vitesse de rotation? Alors, sa vitesse de rotation, ça dépend un petit peu de la taille et du type de turbine. Donc on a des turbines à axe horizontal, mais on a aussi des turbines à axe vertical. Ce sont quand même des turbines qui tournent très lentement, puisqu'on est aux alentours de entre 7 et 20 tours minutes, ce qui est très faible par rapport à si on pouvait comparer ça à de l'hydroélectricité, où là on force l'eau à passer dans une conduite d'eau et où ça tourne au-delà de 1000 tours minutes à certains endroits. Combien allez-vous installer d'éoliennes? Alors, d'hydroliennes, 3 emplacements seront préconisés, raccordés au réseau électrique. Cela dit, on sera sur à peu près 7 hectares, donc à peu près 3,5 hectares autour du pont. Donc on aura des endroits où on pourrait aussi tester des machines non raccordées au réseau, qui sont à un stade de développement, qui testent peut-être un sous-ensemble de l'hydrolienne, on va dire un flotteur, un type de pale, des choses comme ça qui ne sont pas encore tout à fait matures pour produire l'électron. Donc ça permettra très certainement d'en avoir jusqu'à 4 ou 5 en même moment. Mais on se concentre surtout sur les 3 qui seront raccordés au réseau électrique, puisque le fait d'amener un câblage sur une hydrolienne, ça permet aussi d'amener de la fibre optique. Et la fibre optique, évidemment, elle va enregistrer des données de l'hydrolienne et les racheminer à terre, de façon à ce que l'utilisateur puisse avoir toutes les données monitorées pour des tests qui vont durer entre 6 mois et 24 mois, qui leur permettra de lever des verrous technologiques, environnementaux, mécaniques également.
parle beaucoup d'une filière très en pointe, aussi bien dans le nautisme qu'en Aquitaine, qui est la filière des matériaux composites. La plupart des développeurs imaginent des pales en composite, donc encore faut-il les tester. Et c'est vrai que dans cet environnement estuarien, avec des matières en suspension qui sont plus ou moins concentrées en fonction de la saison, eh bien, ces matériaux seront mis à mal. Il y aura une grosse abrasivité sur ces matériaux. Donc c'est vraiment une étape importante pour l'utilisateur de pouvoir valider ses choix stratégiques en termes de matériaux. On est au tout démarrage de cette filière, donc on a besoin du test. C'est-à-dire qu'ici on va donner une infrastructure qui est en plus de ça financée par du public et du privé. Donc le développeur il va trouver ce contexte déjà acquis qui va lui donner un coup de pouce pour le démarrage de sa machine, de son développement. Donc aujourd'hui on ne se base pas sur un modèle économique qui est l'unique revente de l'électron sur le réseau, à un tarif en plus de ça qui n'est pas encore parfaitement fixé. On base notre modèle économique juste sur la location de l'emplacement. Et une fois qu'il a ces réponses, il pourra passer à une étape de développement plus importante. Donc si on regarde uniquement la question énergétique, avec 3 machines, on va être aux alentours d'une production qui va couvrir les besoins d'à peu près 250-300 foyers sur Bordeaux, avec les consommations bordelaises. Combien de kilowattheures ? Sur les kilowattheures, c'est encore compliqué de s'engager là-dessus parce que la production énergétique, évidemment, sur un test, elle reste la propriété de l'industriel. Aujourd'hui, la physique est quand même la même pour tout le monde. On sait calculer ça, c'est pour ça que je vous donne une fourchette sur le nombre, enfin je le traduis par des nombres de foyers. Mais évidemment, si une machine fournit beaucoup, si elle se comporte bien, à charge de l'industriel qui vient se tester de communiquer sur ce qu'il aura produit. Et évidemment, c'est à partir de ce moment-là où on aura un peu la surenchère. Ah oui, moi je suis venu sur Séné où j'ai produit tant, ah ben oui, mais moi aussi j'ai produit un petit peu plus, et ainsi de suite. Ça va être un petit peu la bataille qu'on comprend bien économique autour de cette filière. Alors ensuite, il y a la question qui se pose, qui est de dire, bon très bien, on qualifie une machine, environnementalement et techniquement, mais ensuite, quel est le potentiel derrière? Et l'avantage, c'est qu'en Aquitaine, la région a mené une étude pour savoir justement le potentiel de l'estuaire de la Gironde. Il est de 100 MW, c'est très loin d'être des gigawatts comme on en entend parler souvent dans l'éolien ou même dans l'hydrolien océanique. Mais cela dit, il y a quand même derrière une filière industrielle parce que 100 MW, ça correspond à peu près à 2500-3000 machines. Donc quand on crée un nombre aussi important d'hydroliennes, évidemment, vous avez une chaîne de valeur qui se met en route, des emplois qui sont créés, des savoir-faire qui sont valorisés, notamment du naval ou des matériaux, comme je le disais tout à l'heure. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, là, on parle que de la localité régionale aquitaine. Ce qu'il faut évidemment imaginer, c'est que cet hydrolien, il a 2 usages. Il a l'usage dont on espère un développement rapide ici à nos latitudes, c'est-à-dire d'injecter de l'énergie renouvelable 100% non émissive de gaz à effet de serre dans le réseau électrique. Mais il ne faut surtout pas oublier le deuxième usage qui est l'usage des sites isolés. Que ce soit un atoll, que ce soit un petit village au bord d'un fleuve tropical ou équatorial, il y a un potentiel énorme et la France d'outre-mer, avec ses départements, a un potentiel aussi incroyable. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir marier d'autres filières et notamment la filière qui est appelée de tous ses voeux pour un mariage prochain, c'est le stockage énergétique, qu'il soit électrochimique, mécanique, au travers de l'hydrogène par exemple. L'important est d'avoir une solution pour ces territoires. Je prends l'exemple de la Guyane française par exemple, où avec peu de production, on a une capacité d'électrifier tout un village, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, hein. Il n'y a évidemment pas besoin de chauffage, il y a peu de fours, il y a peu de congélation, de frigo, etc. Et donc les besoins sont faibles, et avec 1, 2 ou 3 hydroliennes, on peut électrifier un village qui fait 200-250 personnes à l'année.